Bien qu'elle soit née princesse allemande de second rang, Catherine la Grande a fini par épouser l'héritier du trône de Russie. Elle allait finalement devenir une dirigeante puissante à part entière, connue pour des politiques étrangères et intérieures énergiques, ainsi que pour certaines tendances sans doute plus tyranniques. Dans sa vie privée, Catherine avait des liaisons, étudiait la philosophie, collectionnait l'art et échangeait des lettres avec l'un des penseurs majeurs de l'histoire occidentale. Pourtant, malgré une vie aussi mouvementée, Catherine est surtout connue pour quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment fait. Aujourd'hui, nous allons énumérer quelques faits marquants sur Catherine la Grande. Avant de commencer, abonnez-vous à Weird History et indiquez en commentaire quelles autres souveraines vous souhaitez découvrir. D'accord, place à un peu d'histoire russe, bon baiser de Russie. Née princesse Sophie d'Anhalt-Zerbst, le 2 mai 1729, la future Catherine la Grande a été invitée en Russie à l'âge de 15 ans par la tsarine Élisabeth. Élisabeth, qui était une fille de Pierre le Grand, avait décidé de faire de son neveu, également nommé Pierre, son héritier. Elle voulait aussi vite lui trouver une épouse. La jeune Catherine savait exactement ce qui était en jeu lorsqu'elle s'est installée dans ce qui allait devenir sa patrie d'adoption. Son père avait souligné l'importance de s'adapter à la culture russe et, surtout, de faire bonne impression sur l'impératrice. Catherine a réussi sur les deux plans. Elle a appris la langue russe et s'est finalement convertie à l'orthodoxie russe avant d'épouser Pierre. Quant à l'impératrice Élisabeth, on dit qu'elle s'est prise d'affection pour sa future nièce pendant que la jeune fille se remettait d'une maladie. L'impératrice Élisabeth, qui était responsable du mariage de Pierre et Catherine, était le genre de personne habituée à tout diriger littéralement. Bien que Catherine ait d'abord conquis la faveur de la femme plus âgée, Élisabeth allait dominer le mariage du couple. Et après que Catherine ait enfin donné naissance, leur relation s'est rapidement détériorée. Pas besoin d'être détective pour comprendre pourquoi. Catherine s'est vue cruellement refuser la chance de créer des liens avec son nouveau-né. Élisabeth s'est emparée du jeune Paul et a rarement laissé la mère le voir. L'impératrice a essentiellement élevé le garçon comme son propre fils et Catherine n'était autorisée à lui rendre visite qu'occasionnellement. Le tsar Pierre III est l'un des dirigeants de Russie dont on se souvient le moins affectueusement, et il n'était pas particulièrement apprécié de son vivant non plus. Bien qu'étant tsar de Russie, Pierre était surtout passionné par la culture allemande. Il a voulu obliger l'Église orthodoxe russe à suivre les traditions luthériennes, ce qui a été mal vu par la communauté religieuse. Il a également conclu la paix avec l'ennemi juré de la Russie, la Prusse, ce qui n'a pas particulièrement réjoui l'armée russe. Enfin, il a tenté de lancer une série de programmes sociaux libéraux destinés à améliorer la vie des pauvres, ce qui a créé toutes sortes de problèmes avec la petite noblesse. Inutile de dire que le règne de Pierre n'a finalement pas duré très longtemps. Tous les représentants des factions mécontentes se sont tournés vers Catherine, ravis de leur rendre service. Un plan pour renverser le tsar s'est formé. Il a été découvert, mais il était déjà trop tard. Catherine a utilisé ses nouvelles connexions militaires pour faire arrêter son mari et seulement 6 mois après son accession au trône, Piotr a été forcé d'abdiquer. Après cela, il a été détenu, puis il a été tué dans ce qui aurait été une bagarre d'ivrogne. J'espère que vous vous demandez si Catherine a fait tuer son mari. La vérité décevante, c'est que personne ne le sait vraiment. Nous savons que Catherine a profité de la mort de son mari et l'on pense généralement qu'elle était heureuse d'être libérée de ce mariage sans amour. Après la mort de Catherine la Grande, une rumeur a circulé selon laquelle la souveraine avait un grand appétit sexuel, qui ne s'arrêtait pas aux êtres humains. Ceux qui écrivent l'histoire exagèrent ou inventent souvent des récits pour nuire à des personnages qu'ils n'aiment pas ou rendre l'histoire plus scandaleuse. Alors prenez cela avec des pincettes. Selon une légende infâme, Catherine serait morte en essayant de se rapprocher d'un cheval. Bien sûr. Il est tentant de faire une blague ici sur Catherine qui sème sa gourme ou qui monte à cru. Non, nous n'allons certainement pas le faire, mais pour faire court, cette histoire n'est pas vraie. Catherine est morte dans son lit après avoir eu un AVC. Le simple fait que l'histoire du cheval ait été jugée plausible soulève des questions intéressantes sur la culture russe à la fin du XVIIIe siècle. Quant à la vie réelle de Catherine, les historiens s'accordent à dire que, comme beaucoup de ses homologues masculins, elle a eu de nombreux amants tout au long de sa vie. Ils étaient tous humains, ce qui est plutôt décevant.
L'un de ses célèbres amants était Grigori Orlov, qui a aidé Catherine à renverser son mari. Un autre était Sergueï Soltakov, que Catherine affirmait dans ses mémoires être le véritable père de son premier fils. L'Empire romain d'Orient, plus connu sous le nom d'Empire byzantin, était sous le contrôle des Turcs ottomans depuis des siècles lorsque Catherine la Grande est arrivée au pouvoir en Russie. Malgré cela, Catherine rêvait de restaurer la monarchie grecque et elle a élaboré ce qu'on appelait le projet grec pour atteindre cet objectif. Le projet cherchait à installer le petit-fils de Catherine, nommé Constantin, sur le trône grec restauré. Une version ultérieure du projet envisageait un nouveau royaume, la Dacie, que beaucoup pensaient au destiné à Grigori Potemkine, l'un des amants de Catherine. Catherine était extrêmement dévouée à la réalisation du projet grec, mais au final, l'effort a échoué. Comme consolation, le traité qui mit fin aux hostilités entre la Russie et les Turcs ottomans donna à Catherine le contrôle de la mer Noire. Ce n'était pas ce qu'elle espérait en lançant ce projet grec, mais cela restait un gain politique majeur. Il est bien connu qu'après la mort de son mari, Catherine la Grande a eu de nombreux amants. Mais les historiens pensent qu'elle aurait eu une ou deux liaisons alors que Pierre vivait encore. En fait, il est largement admis que l'une de ces liaisons aurait pu aboutir à la conception du fils de Catherine, le futur Paul Ier. Vous voyez, Pierre souffrait d'une affection appelée phimosis, qui peut rendre les rapports sexuels très inconfortables. Ainsi, leur mariage n'a pas été consommé pendant des années. Finalement, Pierre a subi une opération pour corriger son problème et Catherine est tombée enceinte peu de temps après. Ces circonstances ont poussé beaucoup à douter que Paul soit un héritier légitime. À cette époque, Catherine avait Sergueï Saltykov pour amant et laissait entendre que Paul n'était pas le fils de Pierre. La comtesse Praskovia Bruce semble sortir d'un film de James Bond, mais elle était en réalité l'une des meilleures amies de Catherine la Grande. Les deux femmes étaient extrêmement proches depuis leur adolescence. En fait, elles étaient si proches pendant si longtemps que Catherine a consacré toute une section de ses mémoires à la comtesse. Cependant, la rumeur veut que l'amitié de Catherine n'était pas gratuite. En fait, elle s'accompagnait d'une responsabilité assez lourde et intime. Selon le célèbre amant et aventurier Giacomo Casanova, Catherine avait arrangé pour que Praskovia teste tous ses amants potentiels pour elle. Si cela vous semble une manière de gâcher une amitié, félicitations, vous êtes plus malin que Catherine la Grande. Cet arrangement aurait apparemment mis fin à leur amitié lorsque Catherine surprit la comtesse au lit avec un homme dont elle était déjà tombée amoureuse. Peu avant son coup d'État et son accession au trône, Catherine accoucha secrètement d'un enfant conçu avec son amant Grigori Orlov. Étant donné que son mari était toujours le tsar, Catherine dut dissimuler sa grossesse. À l'accouchement, elle laissa l'un de ses serviteurs mettre le feu à sa propre maison pour détourner l'attention, sachant que Pierre aimait regarder les flammes. Le bébé, le seul fils officiellement illégitime de Catherine, fut nommé Alexeï Bobrinsky. Adulte, Alexeï accumula de grosses dettes, mais sa mère le couvrait malgré tout. Il avait la liberté de faire ce qu'il voulait et lorsque son demi-frère Paul devint empereur, il fit d'Alexeï un comte de l'Empire russe et un général-major. Connue pour être une soi-disant despote éclairée, Catherine aimait lire de la philosophie. En particulier, elle s'intéressait aux philosophes des Lumières, notamment à l'écrivain français Voltaire. Être impératrice de Russie avait ses avantages, et l'un d'eux était d'être le genre de personne avec qui Voltaire prenait le temps de correspondre. Bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés, ils ont échangé pendant 15 ans une série fascinante de lettres. Ils s'entendaient comme de vieux amis, et Voltaire a contribué à façonner l'image de Catherine la Grande comme monarque sage et juste. On pense que son allégeance était aussi personnelle que politique, puisqu'on sait qu'il gardait un portrait de l'impératrice dans sa chambre. Catherine a peut-être emménagé au palais d'hiver avec Pierre, mais c'est elle qui en a fait l'un des plus grands musées du monde. Catherine est reconnue comme l'une des plus grandes collectionneuses d'art de tous les temps. Elle a acquis tellement d'œuvres qu'elle a même dû construire une extension au palais d'hiver pour abriter la collection. Les œuvres d'art du palais incluaient de nombreux tableaux acquis par Catherine et des pièces commandées pour sa cour.
En tant que monarque, l'un des principaux domaines d'intérêt de Catherine était la santé publique. Elle était réputée pour protéger son peuple et elle-même de la variole, maladie extrêmement contagieuse. La cause était particulièrement personnelle puisque le tsar Pierre II était décédé de cette maladie. En 1786, Catherine se fit inoculer ainsi que son fils. Tous deux vécurent sans attraper la variole et servirent d'exemple, aidant les Russes à comprendre que l'inoculation précoce n'était pas une si mauvaise idée. Et ce n'est toujours pas une mauvaise idée. Elvis Presley est sans doute la personnalité la plus célèbre morte sur les toilettes. Mais il a presque eu un sérieux concurrent. En 1796, à l'âge vénérable de 67 ans, Catherine la Grande est allée aux toilettes pour faire ses besoins royaux. Elle s'est assise puis a eu une attaque. Ses serviteurs l'ont découverte là et ont pu ramener l'impératrice dans son lit où elle a finalement péri. Même si l'attaque a eu lieu dans la salle de bain, la mort est survenue dans la chambre. Beaucoup plus respectable. Julia Tofana était une faiseuse de veuves, au sens littéral, jouant le rôle de juge, de jury et de bourreau à une époque où le divorce n'était qu'un rêve lointain. Avec un nombre de victimes supérieur à celui de Vlad l'Empaleur, Tofana était l'une des criminelles les plus meurtrières de l'histoire et elle offrait ses services aux autres contre rémunération. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Julia Tofana, la femme qui a empoisonné Six hommes avec du maquillage. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Weird History. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quels autres criminels notoires vous aimeriez découvrir. D'accord, il est temps de choisir votre poison. Pendant la Renaissance, le poison était un outil puissant et répandu, servant aux intrigues politiques et aux divorces secrets. Et Belle Bive de Veau ne verrait même pas le jour avant encore 500 ans. Ça, c'est du poison. La menace imminente du poison et la tentation de l'utiliser ont commencé au plus haut niveau de la société italienne. Prenons le cas de Lucrèce Borgia. À la fin des années 1400, sa famille est montée au pouvoir lorsque son père, Rodrigo Borgia, est devenu le pape Alexandre VI de Rodrigo à Alexandre. On peut parler de rétrogradation. Au moins, il est devenu pape. Pendant l'ascension fulgurante de son père, Lucrèce a été associée à plusieurs affaires d'empoisonnement. Pour commencer, elle craignait constamment que quelqu'un empoisonne son deuxième mari, Alphonse d'Aragon, alors elle préparait elle-même sa nourriture. Mais cela ne l'a pas empêchée de mourir dans des circonstances suspectes. L'histoire suggère que la mort d'Alphonse aurait été organisée par César, le frère de Lucrèce, mécontent de leur mariage. Peut-être qu'Alphonse ne voulait pas participer à l'achat d'un billet pour un match de NFL. Après une attaque menée par des hommes de main qui l'a laissé alité mais en convalescence, Alphonse a commencé à douter de César. Et dans une riposte mesurée mais ferme, César a fait étrangler Alphonse à mort par l'un de ses lieutenants. Ce n'est pas vraiment la meilleure façon de désamorcer une accusation. La famille Borgia était déjà connue pour ses ambitions politiques et sa paranoïa. Après la mort d'Alphonse, les rumeurs autour de Lucrèce ont commencé à circuler. On raconte qu'elle avait une bague spéciale pour empoisonner discrètement ses ennemis ou des prétendants indésirables. Une histoire qui a inspiré la super-vilaine Sayana des comics Marvel, directement basée sur Lucrèce. Donc on peut supposer que la série Borgia sur Disney+ n'est pas si éloignée de la réalité. Aucune preuve réelle n'atteste l'existence de cette bague, et certains historiens pensent donc qu'il s'agit d'une rumeur pour la discréditer. Cela a sans doute inspiré d'autres à commettre de vrais empoisonnements de masse, dont Julia Tofana. Bien qu'on ne sache pas grand-chose de sa jeunesse, les récits historiques concernant Julia Tofana disent qu'elle a passé beaucoup de temps auprès des apothicaires, apprenant tout sur les différents types de cosmétiques. À l'époque, sans grande surface, on ne traînait pas au rayon maquillage. À première vue, les cosmétiques de la Renaissance pourraient évoquer une marque de luxe que Zendaya présenterait, mais ni vous ni la star de Euphoria n'aimeriez les utiliser. De nombreux cosmétiques de l'époque contenaient des ingrédients toxiques tels que l'arsenic, la belladone et la cochenille. La propre gamme de cosmétiques de Tofana était l'Aqua Tofana, au nom cosmopolite, un poison incolore et inodore qui pouvait tuer quelqu'un en seulement 4 gouttes. Tofana vendait sa concoction à des femmes qui, pour une raison ou une autre, voulèrent se débarrasser de leur mari. Cela prenait quelques semaines, mais ça fonctionnait. La première dose pouvait provoquer une fatigue et une faiblesse inattendues. La deuxième pouvait entraîner des maux d'estomac ou une dysenterie,
et les troisième et quatrième gouttes s'occupèrent du reste. Ces maris sans méfiance ne voyaient jamais rien venir avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, une personne raisonnable pourrait se demander pourquoi Tophana a créé un poison aussi indétectable destiné exclusivement à tuer des maris. Tophana affirmait qu'elle ne faisait qu'aider une femme à sortir d'un mariage où le mari était violent, ou peut-être simplement un peu agaçant. La demande pour son poison était si forte qu'elle a déménagé à Rome, engagé sa fille pour l'aider et bénéficié d'une grande protection de ses clientes, tout cela en raison du manque de droits des femmes en Italie à l'époque. À l'époque, les femmes pouvaient se retrouver forcées ou carrément vendues dans des mariages malheureux. Les maris avaient un contrôle total sur leurs épouses, laissant les femmes impuissantes et avec peu de moyens pour échapper à un traitement cruel, et puis certains de ces maris ronflaient peut-être tout simplement trop fort. Si vous suivez Weird History, vous savez que les gens se font souvent tuer dans l'histoire pour toutes sortes de raisons. En raison de sa nature indétectable, l'Aqua Tophana permettait à ces femmes de devenir veuves sans éveiller de soupçons, et les affaires de Julia prospéraient. Fait ironique, on pense qu'elle n'a jamais vraiment empoisonné quelqu'un elle-même, même si on ignore si cela tiendrait devant un tribunal. Dissimuler une boisson mortelle demande une certaine finesse. Alors, comment Tophana cachait-elle son poison? Parce qu'il n'avait ni goût, ni odeur, ni couleur, un peu comme une lacroix, l'Aqua Tophana pouvait être mélangée à n'importe quoi, mais espérons-le, pas à de la lacroix. Malgré un nom anodin, déguisé en simple cosmétique pour la peau, cette étiquette banale cachait un mélange diabolique d'arsenic, de plomb et de belladone. Et non, nous ne parlons pas du meilleur album de Stevie Nicks. La belladone est mieux connue sous le nom de Morel Mortel. Alors arrête de jouer avec notre cœur. Mais c'est notre ami l'arsenic qui tenait le rôle principal dans l'Aqua Tophana. Et l'arsenic offre toujours une performance inoubliable, provoquant des crises épiques de vomissements et de diarrhée. L'arsenic était idéal pour l'empoisonnement, ses effets ressemblant à ceux de maladies courantes, et il était facilement accessible au public. N'importe qui pouvait simplement entrer dans une officine et acheter une ou deux fioles. Quelle commodité! Il n'est donc pas surprenant que l'ingénieuse Giulia Tophana ait choisi l'arsenic pour préparer sa mixture. Toute jeune mariée insatisfaite pouvait se procurer de l'Aqua Tophana et le faire passer pour un achat de coquetterie afin d'échapper au mariage. Il suffisait d'en mettre dans la nourriture, la boisson ou sur la peau du mari pour provoquer ses effets mortels. Ce poison agit fortement, même chez les plus âgés. Tophana vendait sa potion empoisonnée sous deux formes différentes. Le premier déguisement était du maquillage en poudre. On peut vraiment parler d'un correcteur. Cette méthode ingénieuse permettait au poison de rester incognito à côté des autres maquillages, lotions et parfums sans éveiller le moindre soupçon. Même si Kiss aurait pu remarquer quelque chose, les utilisateurs occasionnels de maquillage ne pouvaient pas s'en apercevoir. Aqua Tophana était également vendu comme cosmétique sous le nom de Mana de Saint-Nicolas de Bari. Avec l'image d'un saint sur le flacon, le poison de Julia ressemblait à un objet de dévotion, trompant efficacement les maris sans méfiance. Ces déguisements ont trompé les autorités pendant près de 50 ans et ont contribué à créer une petite industrie italienne du divorce par mort mystérieuse à la fin des années 1600. Ciao Bella. Quand il s'agit d'une affaire de famille, les cosmétiques empoisonnés ne semblent guère être un choix populaire. Pour commencer, il est peu probable que vous ayez beaucoup de clients réguliers. Mais Tophana n'était pas la seule empoisonneuse de sa famille. Elle était la fille de Tophania de Damo, une femme qui a été exécutée à Palerme, en Sicile, en 1633 après avoir été reconnue coupable d'avoir tué son mari, apparemment avec du poison. On pourrait parler de rebondissement, mais ce n'est pas vraiment un rebondissement, c'est plutôt une suite logique. Le lien familial ne s'est pas arrêté là. La fille de Tophana, Girolamo Maspera, également connue sous le nom d'Astrologo della Dungada, a ensuite travaillé avec sa mère dans le commerce des cosmétiques empoisonnés. C'est un sacré pseudonyme. On dirait le nom d'un artiste invité sur un remix de Skrillex. Quant à Tophana elle-même, lorsqu'elle a lancé son entreprise, on la décrivait d'emblée comme une belle jeune veuve. Certains pensent qu'elle aurait causé la mort de son mari, ce qui paraît probable, et qu'elle aurait testé sa potion sur lui avant le succès de son commerce de cosmétiques. Mais personne ne le sait vraiment avec certitude, surtout son mari, parce qu'il a été empoisonné, prétendument.
À la fin des années 1650, l'une des clientes de Tofana avait acheté une bouteille d'aqua Tofana, l'avait ramenée chez elle et en avait mis dans la soupe de son mari. Là, c'est un bortsch agressif, mais la femme a pris peur. Elle a empêché son mari de manger la soupe, mais d'une manière qui n'a fait que le rendre suspicieux. On suppose qu'elle est arrivée en courant et lui a fait sauter le bol des mains. Il l'a forcé à dire la vérité sur son plan et sur le poison, puis l'a livré aux autorités papales de Rome. La femme a avoué et a parlé aux autorités de Tofana et de son poison. Tofana a été averti de son arrestation imminente et a tenté de se réfugier dans un couvent, mais cela n'a pas duré. Suite à des rumeurs selon lesquelles elle aurait repris ses activités et aurait même empoisonné l'eau, ce qui a sans doute rendu le dimanche assez gênant, le couvent l'a dénoncé. Giulia Tofana a ensuite avoué avoir empoisonné plus de 600 hommes entre 1633 et 1651. Et il est possible que le nombre réel ait été encore plus élevé. En juillet 1659, Giulia Tofana a été exécutée, ainsi que sa fille et 3 employés. Après les aveux de Tofana et sa condamnation, plusieurs clientes ont feint l'ignorance, affirmant que leur aqua Tofana servait à des usages cosmétiques. D'autres ont été jetées en prison ou ont connu le même sort que Tofana. Mais la légende de l'Aqua Tofana a perduré longtemps après la mort de Giulia. Alors réfléchissez à 2 fois la prochaine fois que vous voudrez appliquer un correcteur que vous n'avez jamais essayé auparavant. Longtemps après la mort de Giulia Tofana, l'héritage de l'Aqua Tofana était toujours bien présent. En 1791, le compositeur emblématique, Wolfgang Amadeus Mozart, affirmait qu'il était empoisonné par l'invention de Giulia Tofana. À l'époque, il travaillait encore sur sa messe de Requiem. Gravement malade, ironiquement vu le thème du Requiem, il était persuadé d'avoir été empoisonné. Depuis son lit de mort, Mozart déclara « Je sens que je ne vais pas tenir longtemps. Je suis certain d'avoir été empoisonné. Quelqu'un m'a donné de l'Aqua Tofana et a calculé le moment précis de ma mort. On dirait que quelqu'un était contrarié par ces noces de Figaro. » La rumeur dit qu'un compositeur contemporain et rival, l'admiré mais moins couronné de succès Antonio Salieri, était responsable. L'histoire a été développée et exacerbée dans la pièce de 1831 d'Alexandre Pouchkine, Mozart et Salieri, qui a été adaptée en opéra en 1898 par le célèbre compositeur russe Nikolai Rimsky-Korsakov. Et au XXe siècle, la pièce Amadeus de Peter Shaffer en 1979, adaptée en un film emblématique en 1984, affirme que la jalousie de Salieri l'a poussé à orchestrer la mort de Mozart. En fin de compte, les symptômes de Mozart ne tendaient pas à indiquer un empoisonnement comme cause, mais le fait que la recette de Giulia Tofana était encore discutée plus de 100 ans après sa mort démontre simplement à quel point elle était puissante. Salieri aurait peut-être dû inventer un poison. Lorsque Marie de Médicis a épousé le roi Henri IV en 1600, la France était un pays déchiré par des années de guerre religieuse et civile. Avide de pouvoir, Marie observait pendant que son mari luttait pour contrôler un pays déterminé à s'autodétruire. Et elle attendait son moment pour frapper. Aujourd'hui, nous allons examiner l'ascension et la chute catastrophique de Marie de Médicis. Le premier mariage d'Henri IV était avec Marguerite de Verroy, qui était une Médicis par sa mère. Ce mariage, cependant, fut annulé en 1599, après quoi Henri épousa Marie de Médicis lors d'une cérémonie fastueuse à Florence. En tant que roi, Henri ne pouvait pas quitter son royaume et Marie ne pouvait pas quitter Florence sans être mariée. Il n'a donc pas réellement assisté à la cérémonie et le mariage a été célébré par procuration. Ce n'était certainement pas l'arrangement le plus romantique, mais dans son domaine, le mariage est une affaire. En parlant de manque de romantisme, il s'avère que ce mariage était une alternative de dernière minute pour Henri. Il avait initialement prévu d'épouser sa maîtresse de longue date, Gabrielle d'Estrées. Les deux étaient bien prêts à sauter le pas le jour de Pâques en 1599. Cependant, les espoirs d'Henri furent tragiquement anéantis lorsque Gabrielle, alors enceinte de 5 mois, tomba soudainement malade et mourut en donnant naissance à un petit garçon mort-né. Henri n'avait pas d'héritier de sa première épouse, il avait donc besoin d'une femme capable de lui donner des fils. Et la famille de Marie avait la réputation, des 2 côtés, d'être exceptionnellement fertile. La dot énorme de 600 000 couronnes qu'elle apportait avec elle était également assez attrayante. Marie était la fille de Francesco de Médicis, grand-duc de Toscane et de Jeanne d'Autriche. Née en 1575,
Elle était l'un des 7 enfants, bien que seulement 2 aient survécu jusqu'à l'âge adulte. La famille de Marie descendait de Lorenzo de Médicis l'Ancien et faisait partie de la soi-disant branche cadette de la famille. Cette branche a produit 2 siècles de ducs toscans et a participé aux affaires des Médicis, bien qu'elle ait eu une influence politique limitée. La mère de Marie, Jeanne d'Autriche, était membre de la puissante famille des Habsbourg et fille de l'empereur romain germanique Ferdinand Ier. C'est ce sang royal ainsi que sa dot considérable et la réputation de fertilité de sa famille qui ont garanti son mariage avec le roi de France. Et en ce qui concerne la fertilité, Marie ne déçut pas et en 1601, elle donna naissance à l'héritier tant attendu du trône, le futur Louis XIII. Louis, enfant fragile, souffrant de divers troubles physiques et mentaux, inquiétait les médecins qui doutaient même qu'il vive assez longtemps pour accéder au trône. Marie, cependant, s'assura de donner au roi un héritier de réserve. Au cours de près d'une décennie, elle donna naissance à 6 enfants, dont 5 survécurent jusqu'à l'âge adulte, un exploit impressionnant pour l'époque, quel que soit le rang social ou la richesse. Sa fille aînée devint reine d'Espagne, sa deuxième devint duchesse de Savoie, et la plus jeune, Henriette Marie, épousa Charles Ier et devint reine d'Angleterre. Pendant ce temps, son autre fils, Gaston, passa le reste de sa vie à traîner à la cour de France en profitant de ses privilèges royaux. Cependant, il ne passa pas ce temps à ne rien faire. À plusieurs reprises, il fomenta des rébellions contre son frère en tentant maladroitement de s'emparer du trône. Bien qu'ils aient eu plusieurs enfants ensemble, Henri et Marie ont eu un mariage tumultueux. Henri était connu pour tenir une cour débauchée, et le fait d'avoir une épouse n'a rien changé à cela. En fait, il a continué à prendre des maîtresses et à coucher avec d'autres femmes. Marie se méfiait et ressentait du ressentiment envers toutes les femmes proches de son mari, mais il lui était difficile d'y échapper. Plusieurs de ses maîtresses ont eu des enfants élevés à la cour avec ceux de Henri et Marie, rendant sûrement les repas de famille assez étranges. A l'inverse, Henri avait des problèmes avec l'entourage italien de Marie, notamment Concino Cucini, un aventurier qui avait le don d'agacer les Français, et sa femme, Leonora Galigai, une amie d'enfance de Marie. Marie, de son côté, était extrêmement généreuse avec l'argent et les faveurs envers ses amis italiens, ce qui suscitait la méfiance et la jalousie à la cour royale. Le fait que Galigai ait été accusé de sorcellerie n'a probablement rien arrangé. Au cours de sa vie, Henri a essayé de trouver un équilibre entre les factions religieuses en guerre, ce qui l'a rendu d'autant plus détesté par les fanatiques. Il a survécu à plus de 20 tentatives d'assassinat, ce qui est impressionnant quand on pense que nous avons fait une vidéo sur la reine Victoria et qu'elle n'en a survécu qu'à 8. Mais à moins d'être les Washington Generals, toute série de coups de chance finit par s'arrêter et Henri a finalement été abattu par un catholique zélé le 14 mai 1610. Poignardé à 2 reprises, il est mort sur le coup et son jeune fils, Louis, est devenu roi. Comme Louis était trop jeune pour régner, Marie est devenue régente et a gouverné en son nom. Ce transfert d'autorité royale ne s'est pas fait sans heurts. L'ascension de Marie au pouvoir était en réalité extrêmement suspecte. La veille de l'assassinat d'Henri, elle a finalement été couronnée reine de France après près de 10 ans de mariage. La cérémonie a consacré Marie comme reine devant Dieu et le royaume, et il aurait été presque impossible pour elle de tenter de régner sans que cet événement important ait lieu. En d'autres termes, elle a été confirmée dans son rôle seulement 24 heures avant que la mort de son mari n'ouvre la voie à sa prise de pouvoir. Un vrai hasard, quoi qu'on en dise. Marie était censée servir de reine régente seulement jusqu'à ce que Louis atteigne l'âge de 13 ans, mais elle s'est accrochée au pouvoir plus longtemps qu'elle n'aurait dû en rabaissant continuellement son fils en public et en refusant de lui permettre de participer à la politique. Pendant son règne, Marie a continué à favoriser ses associés italiens, Concino Concini et Leonora Galigai. Concini fut même élevé au rang de marquis d'Ancre et devint son conseiller le plus proche. Marie prit également Armand-Jean du Plessis de Richelieu comme conseiller et il travailla à la fois avec la reine régente et Concini. Pendant tout cela, Marie vida le trésor royal avec son train de vie somptueux, céda facilement le pouvoir royal aux nobles dès qu'elle était un peu intimidée et provoqua une instabilité générale aussi bien à la cour qu'en France en général. Sans surprise, la popularité de Marie chuta de jour en jour, même le fils de Marie, Louis, n'aimait pas le comportement de sa mère. Il savait que sa place légitime était sur le trône, à la tête du royaume. Il observait depuis les coulisses, attendant patiemment le bon moment pour agir, comme tout bon fils.
Finalement, aux premières heures du 24 avril 1617, Charles de Luynes lança un coup d'état de palais. Concini fut assassiné, sa femme décapitée pour sorcellerie et ses restes brûlés, et Marie fut assignée à résidence avant d'être exilée au château de Blois. Au château de Blois, Marie complota son retour au pouvoir avec l'aide de quelques nobles qui lui étaient restés fidèles. Après 2 ans d'attente, elle finit par s'évader dans la nuit du 21 ou du 22 février 1619. Cependant, l'évasion se révéla être une véritable comédie d'erreurs. La reine fut descendue avec une corde sur une échelle depuis une haute tour, puis resta coincée en descendant. Paralysée par la peur, Marie ne pouvait plus bouger et des soldats durent la porter pour la descendre de l'échelle. Lorsqu'ils réussirent enfin à la faire descendre au sol, un groupe de gardes passant par là la prit pour une prostituée. Marie trouva amusant qu'il lui demande combien coûterait une soirée avec elle. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave, lorsqu'ils furent enfin à quelques kilomètres du château, Marie se rendit compte qu'elle avait oublié un coffret de bijoux qu'elle comptait vendre pour financer les armées nécessaires à la guerre contre son fils. Oups! Sans eux, son combat serait terminé avant même d'avoir commencé. Elle ordonna au carrosse de faire demi-tour et, par miracle, le coffret à bijoux était toujours posé dans l'herbe là où elle l'avait oublié. Après que Marie se soit échappée de sa captivité et ait menacé de faire la guerre à son fils, en 1619, Richelieu fut appelé pour négocier la paix entre la mère et le fils, ce qu'il accomplit avec le traité d'Angoulême. Selon cet accord, Marie resterait libre, aurait sa propre cour et serait autorisée à participer au Conseil royal. Richelieu fit forte impression sur le jeune roi et devint bientôt l'un de ses plus proches conseillers. Avec le soutien de Marie et de Louis, Richelieu fut élevé au rang de cardinal en 1622. Au début des années 1620, Richelieu fut l'un des principaux artisans de la politique et des actions de Louis XIII contre les Huguenots ou protestants français. Il conspira contre le principal ministre du roi, Charles de la Vieuville, et le fit tomber en 1624 en l'accusant de corruption. Richelieu prit alors sa place en tant que principal ministre de fait de la France. Au fait, si le nom de Richelieu vous semble familier, c'est probablement parce que l'auteur français Alexandre Dumas en a fait le grand méchant de son roman de 1844 Les Trois Mousquetaires. Grâce à Dumas, le cardinal a été incarné à l'écran par des acteurs tels que Vincent Price, Charlton Heston, Tim Curry, Christophe Waltz et bien d'autres encore. Une fois que Marie s'est réconciliée avec son fils, elle a décidé de construire un palais somptueux à Paris pour glorifier sa position. La conception de ce qui allait devenir le palais du Luxembourg s'inspirait du Palazzo Pitti à Florence, et la construction commença en 1615, mais la construction s'est arrêtée lorsque Marie est tombée en disgrâce. Cependant, elle a pu reprendre le projet pendant la période relativement paisible des années 1620. L'architecte Salomon Dubrosse a construit le palais et ses célèbres jardins sur la rive gauche de la Seine, et il sert de siège au Sénat français depuis 1958. Dans une aile du palais du Luxembourg, Marie a créé une galerie spéciale pour exposer une série de tableaux du maître baroque Pierre-Paul Rubens. Les 2 douzaines de chefs-d'œuvre ont été commandés au début des années 1620 et étaient destinés à créer une biographie visuelle de sa vie. Connue sous le nom de cycle de Marie de Médicis, la série de tableaux représente allégoriquement des événements marquants de sa vie, notamment son mariage par procuration, la mort de son mari, la proclamation de sa régence et ses négociations à Angoulême. Les tableaux étaient plus une opération de communication avant l'heure qu'un vrai récit des événements. Marie était présentée à maintes reprises comme la sauveuse de la France, alors qu'en réalité, elle a failli ruiner le pays à plusieurs reprises. Malgré la réconciliation avec son fils, la position de Marie en France déclina de nouveau à la fin des années 1620. Louis et Richelieu ont systématiquement défait tout ce que Marie avait accompli en tant que reine régente, ce qui a rendu Marie furieuse. Marie a tout fait pour discréditer et se débarrasser de Richelieu. Le 10 novembre 1630, dans un moment de colère incontrôlée, Marie déversa un torrent d'injures contre le cardinal, énumérant devant son fils toutes les accusations qu'elle pouvait imaginer. Louis quitta la pièce sans dire un mot, ce que Marie interpréta comme un bon signe. Elle pensait que son fils allait renvoyer son principal ministre
et annonça à la cour qu'elle détenait le véritable pouvoir par Richelieu. La cour afflua dans les appartements de Marie pour lui témoigner un respect obséquieux, persuadée qu'elle contrôlerait l'avenir de la France. Mais il se trompait. Lorsque Louis rendit visite à sa mère le lendemain, elle pensait qu'il annoncerait la chute de Richelieu. Au lieu de cela, lors de ce qui a toujours été retenu comme la journée des dupes, le roi choisit Richelieu plutôt que sa mère. Louis fit sa seconde rupture officielle avec Marie, qui fut arrêtée puis exilée de France. En 1631, Marie fut bannie, se retrouvant dans les Pays-Bas espagnols avant de rejoindre Cologne. Au cours des 11 dernières années de sa vie, Marie vécut dans la misère, étant passée de la royauté à une vie d'exil. En 1642, Marie mourut à Cologne, où elle vivait aux frais de Pierre-Paul Rubens, le même homme qui avait autrefois glorifié sa vie de façon si majestueuse. Elle fut suivie dans la tombe seulement quelques mois plus tard par Richelieu, puis par son fils en 1643. La seule fois où Marie retourna en France fut après sa mort. Son corps fut inhumé dans la basilique royale de Saint-Denis à Paris. Jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a jamais cessé de s'insurger contre Richelieu, produisant des pamphlets contre lui et sa tyrannie, jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle en mendiante dans un pays lointain. Même après plus de 3000 ans, les mystères entourant la reine égyptienne Néfertiti fascinent encore les archéologues et les passionnés d'histoire. Le règne de Néfertiti et de son mari Aménophis IV fut une période turbulente de l'histoire égyptienne. Le couple a rejeté les anciens dieux et instauré une nouvelle religion qui leur donnait un pouvoir absolu sur tous leurs sujets, ce qui n'a pas été très bien accueilli. Connue comme la maîtresse de la basse et de la haute Égypte, elle fut une reine, une prêtresse, une épouse, une mère, une révolutionnaire politique, une icône de beauté et peut-être même un pharaon. Aujourd'hui, nous allons explorer la mystérieuse vie et la mort de la reine égyptienne Néfertiti. Personne ne connaît les parents de Néfertiti, mais plusieurs théories existent. La théorie la plus communément admise veut qu'elle soit la fille d'un haut conseiller égyptien nommé Haï, qui deviendra lui-même pharaon après la mort du roi Toutankhamon. Une théorie moins reconnue avance qu'elle aurait été la sœur ou la cousine d'Akhenaton. En effet, comme beaucoup de familles royales dans l'histoire, il n'était pas rare que les souverains égyptiens épousent leurs frères, sœurs ou des membres de leur famille élargie. Une autre théorie avance que Néfertiti était une princesse mytanienne nommée Taroukipa. Le nom Néfertiti signifie « la belle est venue », ce qui pourrait suggérer une origine étrangère. Comme les autres, cette théorie reste non prouvée et suscite autant de questions que de réponses. Bien que la date exacte de leur mariage soit inconnue, on pense que Néfertiti et Aménophis se sont mariés alors qu'elle n'avait que 15 ans. Aménophis n'était pas encore pharaon lorsqu'ils se sont mariés, mais il est monté sur le trône peu de temps après, et on pense que tous deux ont régné sur un pied d'égalité de 1353 à 1336 avant Jésus-Christ. Ils auraient également eu 6 filles: Méritaten, Mikataten, Setapenra, Ankhasenpeten, Ankhasenemen, Néfertnéfer et Néfertin-Tacharit. Ils ont également peut-être eu un fils. Les familles royales vivaient dans divers palais et complexes à Karnak. L'un des plus impressionnants était un temple appelé le Gempaten, qui était dédié à Néfertiti. Les archives suggèrent que le couple y a organisé un festival somptueux lors de la 3e année de leur règne. Une représentation montre Néfertiti et Aménophis avec leur fille à la cour royale, observant la foule de ce festival depuis un lieu privilégié du palais. Les œuvres d'art de l'époque représentent généralement le couple comme inséparable et les montrent même en train de s'embrasser en public. Oh, scandaleux! Certains ont alors pensé que les deux étaient vraiment amoureux, un trait rarement représenté chez les anciens pharaons et leurs épouses. On pense que Néfertiti est restée fidèle à son mari, malgré le fait qu'il soit connu pour avoir eu des enfants avec d'autres femmes, y compris très probablement le futur roi Toutankhamon. Pendant son règne, Néfertiti a porté de nombreux titres: princesse héréditaire, grande des louanges, dame de grâce, douce d'amour, dame des deux terres et maîtresse de la haute et de la basse Égypte, pour n'en nommer que quelques-uns. Les inscriptions à son sujet décrivent une reine qui dirigeait et s'impliquait fortement dans tous les aspects de la cour royale. Elle détenait également le rang de grande prêtresse, ce qui signifiait que les fidèles pouvaient accéder au Dieu atteint par son intermédiaire. Cela faisait d'elle une figure centrale des pratiques religieuses également.
Mais l'un des faits les plus uniques et intéressants concernant Néfertiti est que l'art de son époque la représentait portant la couronne d'un pharaon. Cela a amené certains archéologues à théoriser qu'elle aurait pu détenir les pouvoirs d'un pharaon et être considérée comme l'égale de son mari. En fait, il est possible qu'après la mort d'Akhenaton et avant le règne de Toutankhamon, Néfertiti elle-même ait régné en tant que seul pharaon sous le nom de Néfertin. Fait intéressant, Néfertiti aurait pu être une dirigeante très impliquée. Parmi les nombreuses représentations de la célèbre reine sur les murs des tombes antiques, l'une la montre prête à frapper un prisonnier étranger avec une arme. Cela soulève la possibilité que l'une des femmes les plus puissantes d'Égypte, une co-pharaone et intermédiaire féminine directe vers Aton, ait également agi comme bras armés du pouvoir royal. Bien sûr, il est également concevable qu'elle prenait simplement plaisir à maltraiter les prisonniers. Lorsqu'Amenophis IV est devenu pharaon, il a hérité d'un royaume prospère et puissant. Mais avec Néfertiti, il allait transformer l'Égypte de manière spectaculaire, le changement le plus important étant la conversion de la religion d'État au culte du soleil. Le dieu Ammon fut remplacé par le dieu Aton, et une nouvelle capitale appelée Akhénaton fut créée à plus de 200 miles au nord de l'ancienne. Les anciens dieux furent progressivement retirés de la société, leurs temples furent affermés, et leurs prêtres furent forcés de se convertir. Le pharaon fit même construire toute la ville de Tel El Amarna pour adorer Aton et exigea que les fidèles s'y installent. Pour marquer l'importance de la nouvelle religion, le couple royal alla jusqu'à changer de nom. Amenhotep devint Akhenaton et Néfertiti devint Néfertuaton Néfertiti, ce qui signifiait « Belles sont les beautés d'Aton ». Une belle femme est venue. Enfin, pour renforcer leur propre pouvoir, ils se désignèrent comme les deux seuls prêtres d'Aton. On pense que cela n'était pas populaire auprès des Égyptiens, mais défier le pharaon menait rapidement à la mort, donc la plupart s'y conformaient. Avec le temps, cependant, Akhenaton devint intolérant envers les anciennes religions et autres croyances et lança une longue et coûteuse campagne pour les détruire. Le royaume sombra dans la dette et le chaos. Les choses auraient empiré, mais heureusement, Akhenaton est mort avant que la situation ne devienne incontrôlable. Après 16 ans à régner sur l'Égypte aux côtés de son mari, Néfertiti disparaît des archives historiques. Personne ne sait pourquoi, mais plusieurs théories existent. Akhenaton et Néfertiti ont provoqué une grande agitation politique pendant leur règne, si bien que leurs successeurs ont tout fait pour effacer leur héritage. Les archives et artefacts ayant été détruits, la fin de l'histoire de Néfertiti a peut-être disparu avec eux. Certains archéologues pensent que Néfertiti a disparu des archives car elle est morte. Cette théorie s'appuie sur le fait que Méritaton, fille du couple, a servi comme grande épouse royale à la cour à la fin du règne d'Akhénaton. Cela pourrait indiquer que Méritaton a succédé à sa mère défunte comme épouse d'Akhénaton. Certains avancent qu'elle serait devenue co-régente et aurait régné sous le nom de Smenkhère. Ces historiens affirment que Néfertiti a été co-pharaon à la fin du règne de son mari, puis a continué à gouverner après sa mort jusqu'à ce que Toutankhamon monte sur le trône. Fait intéressant, la fille de Néfertiti, Maritaten, était également l'épouse de Smenkhère. Lorsque la tombe du roi Amenhotep II a été fouillée en 1898, 3 momies mystérieuses ont été découvertes derrière un mur caché. Située dans la vallée des rois, la tombe contenait la momie du roi ainsi qu'une jeune femme que les archéologues soupçonnaient d'être Néfertiti. Plus d'un siècle plus tard, en 2010, Zahi Hawass, qui est le ministre d'État égyptien aux affaires des antiquités, a annoncé les résultats d'une série de tests ADN qui, selon lui, prouvaient que la momie, connue sous le nom de la jeune femme, était en réalité la sœur d'Akhénaton. Mais ce n'était pas tout. Le test a également révélé que la jeune femme était la mère du roi Toutankhamon. La question semblait réglée jusqu'en 2013 lorsque l'égyptologue français Marc Gabold a contesté les conclusions de Hawass. Marc Gabold a affirmé que la momie de la jeune femme était en réalité Néfertiti. Si cela est exact, cela signifierait que Toutankhamon était le fils de Néfertiti. L'un des mystères les plus insolubles concernant Néfertiti concerne un célèbre buste qui représente la reine avec un œil vide. C'est un choix artistique étrange pour la sculpture d'une personne dont le nom renvoie littéralement à sa beauté et sa signification fait débat depuis la découverte du buste.
Une théorie suggère que la reine aurait pu avoir un pli naturel de peau sur l'œil, ce qui n'était pas rare en Égypte à l'époque. Autrement, l'œil vide aurait pu être voulu comme une insulte, ou il pourrait même ne s'agir que d'un simple dommage accidentel sur un buste qui avait autrefois les deux yeux. La théorie la plus romantique, cependant, concerne le sculpteur, dont le nom était Thoutmose. Certains pensent qu'il est tombé amoureux de Néfertiti, mais après qu'elle l'ait rejeté, il a décidé de laisser l'œil vide comme symbole de son incapacité à voir la nature de son amour. Néfertiti est célèbre pour sa beauté. Tous les bustes et peintures connus la représentent avec des traits qui auraient été très recherchés à l'époque. Mais certains chercheurs commencent à penser que cette image n'est peut-être pas si fidèle à la réalité. En utilisant des scanners du célèbre buste de Néfertiti, réalisé par Thoutmose il y a 3400 ans, les scientifiques ont pu examiner le masque original de la reine qui était caché sous toutes les couches. Les différences observées comprennent une bosse sur l'arête du nez, des rides sur les joues et près de la bouche, ainsi qu'une moindre profondeur au coin des paupières. Cela a amené certains experts à conclure que le sculpteur royal a utilisé ses vastes compétences pour créer une version idéalisée de la reine. Il est tout aussi plausible qu'Akhenaton lui-même ait insisté pour que son épouse soit représentée comme plus belle physiquement qu'elle ne l'était en réalité. Quoi qu'il se soit passé, le visage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Néfertiti ne correspondait probablement pas à la réalité de son apparence. En 1912, des archéologues allemands ont découvert le célèbre buste de Néfertiti, créé par Thoutmose, et l'ont emporté en Allemagne avec l'accord du gouvernement égyptien. La façon dont ils ont obtenu cette autorisation demeure un mystère. À l'époque, le pays était sous domination ottomane mais contrôlé par les Britanniques. De plus, la situation était compliquée par la direction française du département des Antiquités d'Égypte. Quoi qu'il en soit, en 1913, le buste était exposé au Neues Museum à Berlin. Après l'arrivée au pouvoir des nazis, ils ont saisi le buste ainsi que de nombreuses autres œuvres d'art inestimables et les ont cachées. Interrogé sur le buste de Néfertiti, Hitler a affirmé « Je ne céderai jamais la tête de la reine ». Après la mort d'Hitler, les troupes américaines ont retrouvé le buste dans une mine de sel et l'ont exposé dans un musée à Berlin-Ouest. En 2009, il a été rendu au Neues Museum, enfin reconstruit après avoir été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement égyptien, pour sa part, considère la statue comme un bien pillé et conteste la prétention de l'Allemagne à quelque droit de propriété que ce soit. La reine Victoria a régné sur la Grande-Bretagne et l'Irlande de 1837 jusqu'à sa mort en 1901. Ce n'était pas facile. Durant son long règne, la reine Victoria a vu son royaume traverser des événements traumatisants et difficiles. Elle était très populaire en Angleterre et reste l'une des monarques les plus aimées et connues de l'histoire. Au fil du temps, la monarque a dû survivre à pas moins de 8 tentatives d'assassinat par 7 personnes différentes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux 7 aspirants assassins de la reine Victoria. L'assassin numéro 1 était Edward Oxford, âgé de 18 ans qui porte sans doute le nom le plus anglais que l'on puisse imaginer. Selon sa propre mère, Edward avait tendance à agir de façon étrange et avait souvent des accès maniaques de colère ou de rire, un peu comme la version victorienne du Joker. Ce comportement étrange pourrait lui avoir coûté son emploi dans un pub local, bien que personne n'en soit sûr. Nous savons que quelques jours après être devenu chômeur, il a acheté 2 armes à feu et s'est rendu au palais de Buckingham. Nous étions au mois de juin et le temps était agréable. Lorsqu'Édouard est arrivé, il a attendu devant le palais avec la foule de curieux espérant apercevoir la reine ou son mari, le prince Albert. Édouard dut attendre jusqu'à tard dans la soirée, mais finalement un carrosse sortit des grilles et remonta Constitution Hill en direction de Hyde Park. Oxford attendit que le carrosse royal soit apporté. Quand ils furent proches, Édouard tira 2 coups de feu. D'après le journal de la reine, après le premier coup de feu, Albert lui prit la main et dit « Mon Dieu, ne sois pas effrayé ». C'est plutôt cool de la part d'Édouard. Victoria lui assura qu'elle n'était pas bouleversée et ne comprit pas non plus que le coup de feu lui était destiné. Après le second tir, Oxford a été plaqué au sol par des membres de la foule, affirmant qu'il délirait en disant qu'une femme ne devrait pas gouverner l'Angleterre. Victoria, alors enceinte de 4 mois, a été félicitée par le public britannique pour son courage.
Victoria gagne. 0 pour les assassins. Après avoir survécu à sa première tentative d'assassinat, la reine Victoria espérait sans doute que cela ne se reproduirait plus. Mais cela est arrivé 2 ans après. Cette fois, l'assassin en herbe était John Francis, un ébéniste et ancien acteur ayant un casier judiciaire pour vol. Peut-être encouragé par le fait qu'Edward Oxford avait failli toucher Victoria, Francis a aussi essayé de tirer sur Victoria alors qu'elle était dans sa calèche devant Buckingham Palace. En fait, John Francis trouvait le plan tellement bon qu'il a essayé 2 fois le même week-end. D'abord, le 29 mai, il a essayé de tirer sur la reine à Constitution Hill, mais il a échoué et s'est enfui. Le Premier ministre Robert Peel, qui agissait apparemment comme Sherlock Holmes, a tendu un piège au criminel et a juré de l'attraper. La reine Victoria s'est proposée comme appât vivant. La reine est remontée dans le carrosse le lendemain pour une autre promenade sur Constitution Hill. Cependant, grâce à Peel, cette fois la foule grouillait de policiers en civil. Francis a été rapidement appréhendé après avoir sorti son arme. On a découvert plus tard que l'arme n'était même pas chargée, mais il a été accusé de trahison et condamné à mort. L'histoire a tout de même quelque chose qui ressemble à une fin heureuse. Pendant que Francis attendait son exécution, Victoria et Albert ont longuement discuté de l'affaire et ont décidé de prendre pitié du assassin en herbe. Victoria a personnellement commué sa peine de mort. À la place, il a été banni du royaume à vie et a purgé 7 ans de travaux forcés en Australie. Victoria, 2 points contre 3. Assassin, 0. L'assassin numéro 3 était John William Bean. Le père de Monsieur Bean, métallurgiste, espérait que John suivrait sa voie, mais il ne l'a pas fait. John était né avec une taille d'1,20 m et une bosse qui l'empêchait de faire ce travail. À la place, John Bean a fini par travailler dans un kiosque à journaux. En 1842, Bean a lu un article sur l'assassin numéro 1, Edward Oxford. L'histoire décrivait la vie d'Oxford après qu'il ait tenté de tuer la reine, affirmant qu'il avait été interné dans un asile d'aliénés, ce qui, pour une raison quelconque, était présenté comme une vie de luxe. Malheureusement, Bean y a cru. Ses déformations physiques l'ont désespéré, au point de penser que tenter de tuer la reine le conduirait à la mort ou à l'asile. Bean pensait que l'une ou l'autre de ces options serait une amélioration par rapport à son existence quotidienne. Le 3 juillet 1842, à peine 5 semaines après que John Francis ait tenté d'assassiner la reine, Bean est passé à l'action. J.W. Bean attendait devant le palais, puis il a tiré sur Victoria alors qu'elle passait avec son oncle, le roi Léopold de Belgique. Le pistolet, chargé de papier, gravier et morceaux de tuyaux, s'est enrayé. Robert Peel aurait apparemment éclaté en sanglots lorsqu'il a appris l'incident. Bean n'a pas eu ce qu'il voulait. Il a été capturé par la police, qui avait commencé à arrêter tous les nains bossus jusqu'à ce qu'il soit retrouvé. John Bean a été condamné à 18 mois de prison. Victoria 4. Assassins 0. Survivre à 4 tentatives d'assassinat en 2 ans, c'est déjà beaucoup. Heureusement pour Victoria, il faudra attendre 7 ans avant une nouvelle tentative. Cette personne, c'était William Hamilton. Hamilton, alors âgé de 23 ans, était un ouvrier agricole irlandais orphelin ayant déménagé à Londres après que le mildiou de la pomme de terre a ravagé l'Irlande. Il est arrivé en Angleterre en passant par Paris, où il avait été le témoin direct de la Révolution française de 1848. En 1849, il était sans emploi et faisait constamment des allers-retours en prison. Le 19 mai 1849, Hamilton a tiré sur Victoria, qui revenait de l'une de ses premières apparitions publiques après avoir récemment accouché. Elle s'est approchée du palais par Constitution Hill, qu'on pourrait déjà appeler l'avenue « Assassiner la reine » à ce stade. Inspiré par l'esprit révolutionnaire qu'il avait acquis en France, Hamilton est devenu armé d'un pistolet de poche. Heureusement pour la reine, il n'était pas correctement chargé. Vérifier son arme avant une tentative d'assassinat n'était apparemment pas une habitude à l'époque. Hamilton a tiré à bout portant, et si l'arme avait réellement fonctionné, il aurait probablement causé de sérieux dégâts. Vic 5. Assassin 0. L'assassin numéro 5 est apparu en 1850. Il s'appelait Robert Pat, et il allait s'approcher de la reine plus que quiconque avant lui.
Victoria revenait de rendre visite à son oncle malade lorsque l'ancien soldat de 50 ans a surgi devant elle et a réussi à la frapper à la tête avec une canne à embout de fer. Certains rapports affirment également qu'il avait une arme à feu, mais s'il en avait une, il ne s'en est pas servi. La reine n'a pas été gravement blessée, mais elle est repartie avec un œil au beurre noir, une contusion et une cicatrice qui a duré des années. Craignant que les gens croient d'elle a une blessure grave et s'inquiètent, Victoria a fait une apparition publique le soir même à l'opéra. Elle a réprimandé Pate pour avoir frappé une femme, plaisantant que des assassins plus courageux avaient tenté de lui tirer dessus. Quant à Pat, il a été exilé en Tasmanie pour purger essentiellement la même peine que John Francis pour avoir tenté de tuer la reine, soit 7 ans de travaux forcés. Le motif de Pat pour l'attaque n'a jamais été découvert et reste inconnu. Qui tient le compte des points, Victoria est inarrêtable. Le 6e assassin serait un garçon de 17 ans nommé Arthur O'Connor. Bien qu'il soit originaire de Londres, Arthur se décrivait comme profondément irlandais. Au début, il espérait restaurer la réputation du nom O'Connor et rejoindre le panthéon des grands héros irlandais en tuant la reine. Cependant, il a finalement changé d'avis et a décidé qu'il valait mieux l'effrayer pour qu'elle libère l'Irlande. Le 29 février 1872, Arthur attendait devant le palais de Buckingham que la reine revienne d'une sortie, comme cela était apparemment devenu la norme pour tous les aspirants assassins. Il a demandé à un policier quand Victoria reviendrait, puis il s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant de la foule près de la porte par laquelle elle passerait. À l'arrivée du carrosse, O'Connor a braqué son arme sans avoir le temps de tirer. John Brown, domestique qui accompagnait la reine après la mort de son mari, a frappé l'arme de la main du jeune homme, puis l'a saisie et jetée au sol. On a appris que l'arme n'avait jamais fonctionné, ce qu'on pouvait facilement supposer à ce stade. Le garde du corps de Victoria, Brown, a reçu une médaille d'or et de l'argent pour son héroïsme. O'Connor a écopé d'1 an de prison et de 20 coups de baguette de bouleau, une peine finalement clémente comparée aux 7 ans de travaux forcés de l'autre homme. D'accord, on ne va plus annoncer le score, d'accord ? Assassin, 0, Victoria, un gros chiffre. Le 7e et dernier assassin potentiel de la reine Victoria était Roderick Maclean, un radical irlandais. La couronne était sous forte pression des nationalistes irlandais réclamant l'indépendance, ce qui a poussé Maclean à haïr la reine. Cependant, Maclean avait aussi d'autres problèmes. Il avait déjà séjourné dans un asile d'aliénés où on lui avait diagnostiqué une manie homicide et une aversion étrange pour le chiffre 4. Ici, à Weird History, on comprend un peu. On n'aime pas le chiffre 1. C'est le chiffre le plus solitaire. Quelle qu'en soit la raison, Maclean s'est présenté devant la gare de Windsor le 2 mars 1882. Alors que la reine quittait la gare en train, Maclean a tiré. Il a manqué sa cible et la reine n'a pas été blessée. 2 témoins ont désarmé Maclean et ont été remerciés immédiatement par Victoria. Pas d'argent ni médaille d'or, radin. Elle était à court de quoi ? Maclean, jugé pour haute trahison, a finalement été acquitté pour cause de folie, dans un retournement digne d'une grande chaîne. La reine, qui apparemment n'éprouvait plus de pitié pour ceux qui avaient tenté de la tuer, s'est dite insatisfaite de la légèreté de la peine et a exhorté son cabinet à instaurer des lois plus sévères. Vous penseriez que tenter de tuer une reine mènerait forcément à la peine de mort, mais ce n'est pas le cas. Edward Oxford a été déclaré fou lors de son procès et envoyé dans un asile. Il a été libéré en 1867, date à laquelle il a été banni d'Angleterre. Il est parti en Australie où il est mort en 1900. Jean Francis a été condamné à mort pour sa tentative d'assassinat. Mais la reine a commué sa peine et il a purgé une peine de prison à la place. Jean William Bean, dont l'arme ne pouvait en réalité pas être chargée, a été accusé d'un crime moins grave et a été emprisonné à la prison de Newgate pendant 18 mois. William Hamilton a été banni d'Angleterre pendant 7 ans. Pat, déclaré fou au procès, a néanmoins été jugé capable de distinguer le bien du mal et exilé 7 ans en Tasmanie. Arthur Connor a reçu 20 coups de baguette de bouleau et 1 an de prison. Enfin, Maclean a été déclaré fou lors de son procès et a été interné à l'asile de Broadmoor pour le reste de sa vie. Ce résultat amena la reine à demander à son cabinet d'établir une définition juridique plus stricte de la folie pour les cas à venir. Bien que la reine Victoria ait été l'une des monarques les plus aimées de l'histoire du royaume, pas un seul des 7 hommes qui ont tenté de la tuer n'a été exécuté pour ses crimes.
Elle a tenté de durcir les lois, mais a admis que les tentatives d'assassinat ne faisaient qu'accroître sa popularité. Victoria aurait même dit « Cela vaut la peine d'essuyer des tirs pour voir à quel point on est aimé ». On dirait une relation dysfonctionnelle entre la royauté et le peuple. Vous savez sûrement que l'Australie a été colonisée par des condamnés britanniques, mais il est probable que vous ignoriez à quel point les navires de forçat étaient nés sauvages, surtout le tout premier rempli de prisonnières. Ce groupe hétéroclite de femmes britanniques, envoyées par la Grande-Bretagne pour réformer la colonie pénitentiaire en difficulté de Nouvelle-Galles du Sud, était surtout composé de voleuses et de travailleuses du sexe. Et la complexité, la tragédie et le triomphe de leur histoire vont complètement vous épater. Aujourd'hui, nous explorons le monde terrifiant et sauvage du Lady Juliana, un navire pénitentiaire spécial du XVIIIe siècle, rempli de prisonnières envoyées en Australie. Ahoy matelot, il est temps de monter à bord du Lady Juliana, le navire-prison sauvage du XVIIIe siècle rempli de femmes. Étant donné que c'était le XVIIIe siècle et qu'on ne pouvait pas simplement prendre un avion, le voyage de l'Angleterre à l'Australie durait environ 10 mois terriblement longs. Pendant que le navire parcourait l'Atlantique et l'océan Indien, les dames faisaient escale à Rio de Janeiro et le Cap. Ce n'étaient aussi pas de simples escales pour acheter des souvenirs ou marcher, parfois elles restaient à quai plusieurs semaines. Souvent, les détenus profitaient de leur tour du monde pour exercer l'un des rares métiers ouverts aux femmes. Comme l'a rappelé euphémiquement John Nicholl, l'intendant du navire, nous n'empêchions pas les gens à terre de monter à bord pendant la journée. Les capitaines et marins présents au port nous rendaient souvent visite. Les dames conservaient une partie de leurs gains. Certains officiers et marins du navire, tous des hommes, auraient même participé à l'affaire. Malheureusement, leur implication soulève de sérieuses questions quant au degré de contrainte exercé sur ces femmes captives pour les pousser à ces activités. Que ce soit par amour, désir, contrainte, ennui ou nécessité, de nombreuses femmes à bord du navire sont devenues les épouses des officiers et des membres d'équipage. Comme l'a rappelé le steward John Nicholl dans ses mémoires, une fois en mer, chaque homme a pris une épouse parmi les condamnés qui n'y voyaient aucun inconvénient. Bien que ces mariages n'étaient pas légaux, ils avaient parfois une utilité pour les femmes condamnées. Avoir un amant à bord offrait souvent un meilleur lit. Il y avait cependant au moins un couple fondé sur le véritable amour. Nicholl, le steward du navire dont nous venons de parler, semblait être tombé amoureux de la prisonnière Sarah Whitlam. Il voulait l'épouser après sa peine, mais ils ne se sont jamais mariés. Nicholl a dû repartir en Grande-Bretagne, laissant Whitlam et leur enfant en Australie. Il a essayé de la retrouver et de renouer avec elle, mais ils ne se sont jamais revus, comme dans Titanic, mais avec une grossesse et une femme condamnée en plus. Et si vous êtes touché par l'histoire d'amour de Nicholl et Whitlam, je dois vous avertir que la plupart des couples à bord n'avaient rien d'une histoire d'amour contrariée comme la leur. Le manque d'intimité pour les prisonnières sur les navires de condamnés signifiait que les membres de l'équipage avaient accès à elles et que leurs relations et interactions pouvaient se faire sans leur consentement. L'âge du consentement en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle était de 10 ans si bas que certains membres d'équipage prenaient sans scrupule des épouses adolescentes lors du voyage. L'historienne Pamela Horn a identifié Jane Forbes, âgée de 14 ans, comme l'une de ses jeunes épouses. Elle a eu un bébé avant d'arriver en Australie. Les femmes du Lady Juliana avaient un but précis. Les responsables coloniaux espéraient qu'un navire de femmes civiliserait la jeune colonie de condamnés. La plupart des femmes à bord étant de petites voleuses, ils espéraient sûrement qu'elles voleraient des quelques cœurs. Un responsable britannique estime que davantage de femmes encourageraient le mariage pour améliorer les mœurs et stabiliser la colonie. Les femmes étaient censées épouser les colons, ce qui était censé créer et maintenir une vie familiale respectable dans la nouvelle colonie. Les peines de prison des femmes visaient à en faire des vecteurs de moralité, favorisant la reconstitution de la famille britannique à l'étranger. Les femmes envoyées en Nouvelle-Galles du Sud à bord du Lady Juliana étaient des prisonnières, mais leurs vies ont été bouleversées pour des délits qui, aujourd'hui, paraissent peu graves. Certaines femmes du Lady Juliana étaient peut-être travailleuses du sexe, mais elles n'ont pas été envoyées en Australie pour cela, car la prostitution n'était pas un motif de déportation.
En fait, la plupart des femmes sur le navire avaient été arrêtées et condamnées pour divers degrés de vol. Leurs infractions allaient du vol de grand chemin au vol à l'étalage et au vol à la tire. Mary Hook, âgée d'environ 20 ans, a vu sa peine capitale pour avoir volé de l'argent et des biens à son employeur, commuée par le tribunal britannique à 7 ans en Nouvelle-Galles du Sud. Donc en gros, elle a failli être exécutée simplement parce qu'elle avait volé quelques objets au travail, mais à la place, le gouvernement britannique a eu la clémence de l'envoyer sur un continent entièrement différent. L'une des condamnées les plus notables à bord du navire était Elizabeth Barnsley. Elle a été condamnée pour le crime dangereux et odieux d'avoir volé du tissu. Liz, la voleuse de tissu, est vite devenue la meneuse du voyage. John Nichol a écrit qu'elle était très gentille avec ses compagnes pauvres qui voulaient toutes la servir. Elle était comme une reine parmi elles. Barnsley, qui s'est imposée comme maquerelle pendant le voyage, a supervisé les activités économiques de ses compagnes condamnées à chaque escale. Même si elles n'ont pas été envoyées en Nouvelle-Galles du Sud pour prostitution, de nombreuses femmes du Lady Juliana étaient peut-être aussi travailleuses du sexe en plus de leur délit. La prostitution prospérait en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, il est donc probable qu'au moins certaines des plus de 200 condamnées y étaient impliquées. Les femmes du Lady Juliana venaient des prisons britanniques. Malgré les débuts de la réforme pénitentiaire à la fin du XVIIIe siècle, les conditions qu'elles fuyaient restaient déplorables. Les prisons étaient surpeuplées, les maladies se propageaient vite. Y vivre équivalait parfois à une condamnation à mort. Et c'était toujours un navire-prison. La plupart des détenues passagères dormaient au-dessus du pont où s'accumulaient ordures et eaux usées du navire. Mais les femmes du Lady Juliana bénéficiaient d'un accès régulier aux soins médicaux, contrairement à leurs homologues sur terre et en prison. Le navire avait un chirurgien et restait assez propre. Les femmes n'étaient pas enchaînées comme sur d'autres navires et pouvaient marchander pour améliorer leurs conditions grâce à divers services. Les passagères du Lady Juliana avaient de meilleures conditions car le gouvernement britannique supervisait ce navire, contrairement aux autres de la seconde flotte. Les autres navires étaient exploités par Camden Calvert et King, une compagnie tristement célèbre et prolifique dans la traite des esclaves. Seulement 5 femmes sont décédées à bord du Lady Juliana contre 267 décès recensés sur les autres navires. Bien que ce ne fût pas une croisière de luxe, la plupart des femmes ont au moins survécu. La grande majorité des femmes qui ont embarqué sur le Lady Juliana avaient la vingtaine ou la trentaine, mais pas moins de 51 d'entre elles, soit environ 22%, étaient des adolescentes. Mary Wade faisait partie des adolescentes qui auraient pu n'avoir que 11 ans à bord. Les chercheurs discutent encore de son âge précis, elle était la plus jeune du navire. Comme beaucoup de voyageuses, Wade s'est mariée et a eu de nombreux enfants en Australie. Peu de problèmes furent mis signalés à bord de la Lady Juliana durant ces 11 mois de voyage, hormis un incident notable lié à l'ivresse ayant causé du désordre. Honnêtement, sur un navire avec des filles criminelles sympas, tu ne voudrais pas boire quelques shots de tequila avec elles ? Pour calmer son agitation, l'équipage a forcé Nance Farrell à porter une veste faite d'un tonneau recyclé pour l'empêcher d'être ivre et désordonné. Quand cela n'a pas marché, ils l'ont flagellé 12 fois aïe. Certaines femmes à bord du Lady Juliana étaient déjà mères et ont donc emmené leurs enfants en quittant l'Angleterre. De nombreuses passagères condamnées sont tombées enceintes et ont accouché durant le voyage. Les historiens pensent passer que 5 à 7 bébés sont nés sur le navire, mais l'intendant John Nichols évoque au moins 20 naissances au port de Rio. Ils étaient préparés pour ces naissances. Le navire avait reçu un don de linge pour bébé avant de quitter l'Angleterre. Cela donne un nouveau sens à l'accouchement dans l'eau. Une fois que les femmes du Lady Juliana sont arrivées dans leur nouvelle patrie, la Nouvelle-Galles du Sud, elles ont rapidement découvert qu'elles pouvaient y profiter de libertés qu'elles n'avaient pas mis un temps en Angleterre, même si elles étaient prisonnières, avec peu de droits, placées dans des situations difficiles et souvent dangereuses. En Australie, les femmes étaient libérées de certains codes moraux britanniques, bien que les autorités coloniales voulaient qu'elles incarnent la moralité. Les lois anglaises sur l'illégitimité des enfants de mères non mariées n'étaient pas appliquées.
Bien que le fait d'être envoyé dans une nouvelle colonie pour se marier et fonder des familles britanniques ait sans doute été une véritable corvée, beaucoup de femmes Sikh ont tiré le meilleur parti de leur situation en Australie. Certaines passagères du Lady Juliana ont gravi l'échelle sociale après leur peine et lancé leur entreprise. Marsh, par exemple, a réussi après avoir été abandonnée par son mari rencontré sur le navire. Elle a lancé et dirigé plusieurs entreprises, dont un magasin d'alcool et une compagnie de ferry. Bravo à elle! Malgré leur expérience difficile et terrifiante, ce navire de femmes a incontestablement marqué l'Australie et changé son histoire à jamais. Les femmes du Lady Juliana ont été surnommées les mères fondatrices de l'Australie. Entre leurs petits boulots aux escales et leurs arrangements galants sur le navire, leur voyage est devenu l'un des plus légendaires de l'histoire. L'histoire de Marguerite Hélibert est celle d'une survie acharnée, puis d'une vie lucrative dans le travail du sexe. Ella Barrett était une femme redoutable qui s'est élevée d'un monde de pauvreté pour côtoyer l'élite française, accomplissant son objectif de tirer de ses liaisons de grosses sommes d'argent au passage. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie singulière de Marguerite Hélibert. Marguerite voyait l'amour comme un moyen de survivre et de réussir, non de façon romantique. Elle fut maîtresse du prince Édouard VIII, puis épousa un membre de la royauté égyptienne. Cependant, c'est à cet événement monumental que son histoire prend une tournure meurtrière. Au final, Marguerite est entrée dans l'infamie comme la princesse qui a échappé à la justice après un meurtre. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Et votre mère nous a dit que vous devriez laisser un commentaire. Alors allez-y. D'accord, commençons. Fille d'un conducteur de fiacre et d'une femme de ménage, Marguerite Hélibert est née dans la classe moyenne française, c'est-à-dire pas tout à fait dans la misère, durant l'hiver 1890. Sa mère et son père étaient, pour parler franchement, de piètres parents. Après que son frère de 4 ans a été écrasé par un camion, les parents, au lieu de poursuivre le conducteur ou d'emmener l'enfant au cimetière, ont envoyé leur vilaine fille, tenue pour responsable de la mort de son frère, chez les sœurs de Marie pour une torture psychologique. Les nonnes ont appris à la jeune Marguerite que, sans ses péchés, son frère de 4 ans serait encore en vie, camion ou pas. Aidée des sœurs de Marie, Marguerite a passé son enfance rongée par la culpabilité à nettoyer chez autrui, perdant enfance et maison à cause d'une grossesse non prévue à 16 ans. Ce n'était sûrement qu'un obstacle sur la route, au début d'une vie saine, pleine de possibilités. Je plaisante, ils l'ont jetée dehors pour qu'elle meure de faim dans la rue. Le bébé de Marguerite, non désiré, a été placé dans une ferme comme c'était courant. Marguerite est devenue travailleuse du sexe et a été remarquée par Madame de Nard, tenancière de courtisane. La madame a appris à Marguerite à tirer profit de sa beauté plutôt que d'avoir des enfants, ce qui lui convenait. Madame de Nard se vantait que Marguerite était la maîtresse de presque tous mes meilleurs clients, des messieurs riches et influents de France, d'Angleterre, d'Amérique et d'autres pays. C'est moi qui ai fait d'elle une sorte de dame. Elle était effrontée comme ça. Marguerite avait déjà appris des sœurs de Marie qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même si elle voulait survivre et s'épanouir d'une manière ou d'une autre. Elle y avait aussi appris à chanter mezzo-soprano, une compétence utile pour toute courtisane de qualité. Il semble qu'elle ait trouvé une carrière épanouissante dans laquelle elle pouvait mettre à profit tout ce qu'elle avait reçu de ses parents. Marguerite avait plusieurs pseudonymes, dont Maggie Meller, tiré de son premier presque mari, un riche propriétaire d'écurie âgé de 40 ans, André Meller, lui-même un homme marié. Comme nous le verrons bientôt, elle était folle des chevaux, de l'argent et du nom Meller. André avait tout pour lui. Ou pas. Bien que Maggie n'ait jamais réellement épousé Meller, vu les lois des hommes et de Dieu, la jeune fille de 17 ans aimait suffisamment le nom et l'argent pour les prendre pour elle-même. Il faut reconnaître que Maggie Meller sonne bien, et elle allait bientôt réaliser que c'était la seule bague qu'elle recevrait de ce type. Ironiquement, André, encore marié 6 ans après, a cessé d'être Sugar Daddy, car Maggie ne pouvait ou ne voulait pas lui rester fidèle. Libérée des griffes de la pauvreté abjecte et en possession d'environ 200 000 livres sterling grâce à Monsieur Meller, Maggie a récupéré Raymond, son bébé Dontas, de la ferme et l'a ensuite envoyé à l'école à Londres. C'était la seule chose vraiment décente qu'on sache qu'elle ait faite. Le prince Édouard VIII, qui avait récemment emprunté une prostituée à un ami pour régler son problème de virginité, n'était qu'un des nombreux hommes fortunés de Maggie. Mais il était aussi prince de Galles, héritier du trône britannique,
ce qui donne à notre histoire une tournure amusante. Maggie, alors à la fin de la vingtaine, était une courtisane parisienne expérimentée. Le prince Édouard était un gamin en comparaison, 23 ans royal, fraîchement dépucelé et en permission pendant sa première guerre mondiale à lui. C'était le pire cauchemar de la bonne reine-mère. Édouard est tombé follement amoureux de Marguerite pendant 1 an, avant de se lasser, juste assez pour écrire ce qu'il appellerait ensuite « Oh !» Ces foutues lettres. Dans une plainte à son conseiller Joey Legge. Ces lettres contenaient toutes les bêtises qu'un jeune homme dirait à sa bien-aimée. Toutes les délicates fantaisies qui viennent directement du cœur en contournant le cerveau. Des choses comme « J'ai trouvé une fourchette sexuelle. Ah !»« Oh, Papa est en fait un peu un branleur. oh !» Cette guerre est absurde et on ne me laisse jamais piloter ce vaisseau. » Alors que des parents ordinaires seraient gênés par les élucubrations de leur aîné lors de son premier amour, ce genre de choses aurait pu ruiner la famille royale. Spoiler alert, ça va devenir important dans 1 minute. Cela peut surprendre, mais Maggie s'est rangée, en tout cas, elle s'est mariée. En 1919, après avoir envoyé pendant 1 an des lettres bien salées au prince Édouard VIII pour lui rappeler qu'elle avait toujours toutes ses fichues lettres, Maggie Meller a épousé Charles Laurent. Il était beau mais ennuyeux et a évité bien des problèmes au prince Édouard. Voilà pourquoi les gens ennuyeux existent. Ils ont divorcé 6 mois après, ce qui a permis à Maggie d'obtenir un joli pactole. Un appartement, 10 box à chevaux, des voitures, de nombreux domestiques et un nouveau nom à utiliser si l'envie lui prenait. Le nouveau bey de Maggie était en fait un bey, soit un seigneur et non un prince. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de l'appeler princesse Famille lorsqu'elle a épousé le ridiculement riche Ali Kamal Fahmy Bey et s'est installée avec lui au Caire. L'Égyptien, non prince, a reçu le titre de bey d'Égypte, une nation à orientation islamique. La vie très sage d'une épouse de bey n'était pas vraiment attrayante pour l'hédoniste accomplie et probable dominatrice Maggie Meller, mais elle y a consenti à 2 conditions. La première était qu'elle soit autorisée à porter des vêtements occidentaux. C'est raisonnable. Elle s'est vraiment négociée. La seconde, qu'elle puisse divorcer de lui, ou. Le prince Fahmy n'approuvait pas, mais était prêt à faire semblant si cela poussait Maggie à se convertir. Peu avant le mariage, le rusé Fahmy a remplacé la clause de divorce par un décret l'autorisant à prendre d'autres épouses. Peut-être était-il vraiment fait l'un pour l'autre. Pourquoi Fahmy croyait-il que cette prostituée parisienne, divorcée 2 fois, rencontrée il y a 1 an alors qu'elle accompagnait un autre homme, riche à l'étranger, deviendrait un jour une vraie épouse musulmane? Nous l'ignorons. Mais il y croyait, le pauvre. Il faut reconnaître que Fahmy a essayé. Lui et sa princesse se disputaient souvent, parfois même en se disputant en plein jour devant d'autres personnes. Il se plaignait que son indépendance, sa sexualité insatiable et sa personnalité en général l'humiliaient totalement. C'était exactement ce pourquoi Fahmy s'était engagé, mais il semble qu'il ne l'ait jamais compris. Comme nous le verrons, il n'a pas eu beaucoup de temps. Bey Fahmy avait une certaine réputation en Égypte en tant qu'homosexuel refoulé. Que ce soit pour perpétuer cette rumeur ou pour l'utiliser à son avantage, Maggie affirma avoir été déchirée lors de rapports sexuels non naturels. Vu son métier, cette fausse innocence de sa part est ignoble, peu importe ce qu'elle en espérait. Ceux qui la connaissaient pensaient mais qu'elle voulait un autre gros règlement de divorce, car cette accusation s'ajoutait à de nombreux mauvais traitements évoqués peu après le mariage. Mais attendez, qu'en est-il de cette clause de dernière minute interdisant le divorce et l'autorisant à prendre d'autres épouses? Eh bien, nous ne saurons jamais comment cette bataille aurait pu se dérouler. Probablement pas très bien, parce que c'est peut-être un peu trop parfait que le couple soit revenu d'une projection de La Veuve Joyeuse pour avoir une violente dispute dans leur chambre d'hôtel qui ferait de Maggie Meller une veuve joyeuse. Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 9 juillet 1923. Après beaucoup de cris et tout ça à leur retour du théâtre, Fahmy est parti. Il est revenu quelques heures plus tard et n'en ressortirait plus par ses propres moyens. Vers 2 heures du matin, 3 coups de feu ont retenti. La princesse Fahmy a été arrêtée et 1 heure après, son mari a été tué d'une balle dans la nuque par sa femme avec un revolver de calibre 38 qu'elle gardait sous son oreiller. C'était plutôt bien ficelé pour un homicide. Il n'y avait aucun mystère. L'arme du crime, l'auteur et la victime étaient tous identifiés.
il n'y avait aucune piste supplémentaire à suivre. Les témoins présents avant et après le coup de feu ont permis de boucler l'affaire, du moins c'est ce que tout le monde pensait. Ah, le pouvoir du chantage. Oh, ces fichues lettres, et quel idiot j'ai été de ne pas suivre ton conseil il y a 1 an. J'ai bien peur qu'elle soit du genre 100 000 livres et rien d'autre. Bien que déçu, je ne pensais pas qu'elle deviendrait méchante. Le problème vient de mes lettres, et elle en a gardé une. Le prince Édouard VIII, qui, tout bien considéré, s'en est sorti à bon compte comparé à Joy Legge. Nous pensons qu'il y a environ 20 lettres très indiscrètes. Il a dit des choses sur la guerre qui auraient pu être mal interprétées. Il a fait des remarques grossières sur son père, et il y a aussi un contenu généralement sexuel. Ce ne sont pas le genre de lettres que vous auriez voulu que le monde découvre. En mettant tout cela ensemble, on obtient un passe-droit royal pour échapper à la prison. Les religieuses de la mère de Maggie n'ont pas élevé une idiote. Sa bonne vieille lettre de menace à Édouard VIII, au sujet de ces lettres, était un refrain que l'ex-choriste devenu call-girl chantait à nouveau avec plaisir. Mais cette fois, il y avait bien plus que 100 000 livres en jeu. On a usé d'influence pour protéger la réputation du prince et de sa famille. La vie de Maggie comme fille de joie n'a jamais été admise comme preuve, empêchant son examen. Cela a réglé le problème des lettres et fait en sorte que personne ne méprise Maggie pour son métier, ni Eddie pour avoir simplement eu 23 ans. Cela, allié au racisme des années folles, a permis à la défense de brosser le tableau voulu. Feu Béat dans le rôle du mari violent, échangeant et achetant, sous-humain, Marguerite dans celui de la pauvre femme blanche, prise au piège dans ses griffes sauvages et brunes. Devinez comment cela s'est terminé ? Oui, chaque décennie a son procès du siècle et celui-ci en faisait partie. Les gens faisaient la queue ou envoyaient leurs domestiques réserver des places pour assister au spectacle. À part la calomnie vicieuse de la victime, il n'y avait pas vraiment d'action. En septembre 1923, Beffamy a été condamné dans l'opinion publique comme étant un homme maléfique, dépravé, racialement inférieur et un petit monstre pervers. Marguerite Alibert fut acquittée de tous les chefs d'accusation. Maggie est revenue dans son Paris natal pour y mener une longue vie luxueuse et confortable. Elle a poursuivi sa vie excitante, puis s'est retirée des projecteurs, soutenue par au moins 5 ex-maris jusqu'à sa mort, à 80 ans en 1971. L'erreur du prince Édouard est une leçon pour nous tous à l'ère d'Internet. Pour Maggie, nous avons vu qu'avec un peu d'extorsion, d'imagination et beaucoup de chantage, une veuve peut devenir très heureuse. Que pensez-vous de Marguerite ? Maîtresse du jeu ou d'une grande méchanceté ? Donnez-nous votre avis et regardez aussi nos autres vidéos AAA sur notre histoire étrange.